d'hier à aujourd'hui. Bien sûr, comme disait Jérôme tout à l'heure, bien sûr, le lui-même est propice. Et en cela, je voulais remercier les personnes de l'association de l'Hermione d'Afrique, les personnels, les gabiers, les guides, les bénévoles, qui ont mis tout en œuvre pour cette réalisation ce soir et qui parlait aussi Jérôme tout à l'heure, la formation, et aussi tout le reste dont je vais parler un petit peu plus tard. En effet, l'Hermione nous accueille, nous, la Société d'astronomie populaire de la Côte Basque, association qui a été créée en 1977. Donc nous non plus, on n'est pas tout jeunes. À Biarritz, vous pouvez aussi retrouver une exposition de panneaux à l'entrée de la galerie de l'Hermione, ainsi que des instruments anciens de navigation. Des instruments qui datent des reproductions d'instruments du 14e jusqu'au 19e siècle. Comme les bâtons de Jacob, l'Octolab, Carrier Davis, etc. C'est donc un petit peu magique. Nous proposons une animation par mois avec la découverte de ces instruments, complétée aussi par des planétariums que l'on fait dans l'atelier là-bas. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Hermione ou sur notre site pour savoir quand est-ce qu'ont lieu ces animations. Donc, pour présenter ce soir M. Jean-Yves Darlot, il est astronome numérique à l'Observatoire de Paris, de l'ICCE, c'est l'Institut de mécanique calcul des éphémérides. J'ai noté, il n'est pas. Il a été directeur de l'INCCE donc de 1993 à 2002, sur de recherche honoraire au CNRS et membre correspondant du Bureau des longitudes. Il a dispensé des cours d'astronomie au Master de Recherche de l'Observatoire de Paris, des cours fondamentales à l'Université de Paris et de Lille ou à Pékin. Il organise aussi des écoles de formation à l'astronomie ou des stages, comme ce week-end, mais aussi à Abadia, du pays. Il est aussi directeur de thèse, comme une thèse sur la navigation astronomique d'une sonde autonome pour l'exploration des systèmes solaires à l'ère de Gaïa, une thèse de Yann Duchemin, ou président de thèse sur l'étude des propriétés physiques des astéroïdes, faite par Pierre Vernazin. Mais vous pouvez aussi le retrouver dans des podcasts sur France Culture, parce qu'il y a aussi des émissions qui sont enregistrées sur France Culture, comme Astronomie amateur, la tête dans les étoiles. Enfin, il s'intéresse aussi, entre autres, à l'histoire de l'astronomie, des hommes et des civilisations, que ce soit à travers les calendriers, le temps, ou les découvertes, ou les voyages des explorateurs. Ce qui nous amène à la conférence de ce soir. Et merci Jean-Yves, je te cède la parole. Merci Philippe. Ah oui, ça y est, merci Philippe. Donc effectivement, je vais vous parler de navigation et de cartographie aussi, parce que c'est un petit peu le même problème. Le problème, c'est de savoir se situer sur la Terre. Vous êtes quelque part, n'importe où, au milieu d'un désert. Comment savoir où vous êtes à une époque où il n'y a pas encore de GPS? Donc on va voir comment petit à petit on a réussi à avoir des méthodes qui permettent de cartographier la Terre et aussi de savoir où on est quand on est au milieu de l'océan. Alors comment se repérer sur Terre? Tout le monde connaît ce genre de carte avec ça, mais il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que la carte elle est plate, alors que la Terre elle est ronde. Et ça, c'est déjà un problème au fond. Enfin, on peut conceptualiser la sphère, et on sait que si vous allez sur la sphère terrestre, il y a aussi les pays, et il faut essayer de trouver un moyen pour repérer quelque chose. Tout le monde connaît le principe des longitudes et des latitudes, ce n'est pas aussi simple que ça à mettre en place. Et le ciel, c'est une sphère où celle-là, on est à l'intérieur. C'est quand même aussi une sphère qu'on appelle sphère céleste. Donc vous avez la sphère terrestre avec les continents, les mers, etc. Et vous avez la sphère céleste avec des étoiles et des constellations. Mais malheureusement, elles tournent l'une par rapport à l'autre. Donc vous ne pouvez pas dire, quand je suis en dessous de telle étoile, je suis à tel endroit. Ça n'est pas possible. Donc on va essayer de construire quelque chose qui fonctionne.
Alors, ça veut dire qu'il faut des coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques, on définit un pôle et un équateur. Tout le monde connaît le pôle nord, le pôle sud, et l'équateur. Et puis, ben, on monte en latitude avec les parallèles, et puis on se déplace en longitude avec les méridiens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des coordonnées sphériques. Et on va donc se situer sur la Terre au moyen de ces coordonnées-là. Alors, pour définir ces coordonnées, ça n'a pas été aussi simple que ça. On a commencé par se rendre compte que tous les astres se levaient à l'est, culminaient au sud et se couchaient à l'ouest. Donc, culminer au sud, ça vous donne déjà une direction du sud, la direction des méridiens. Et puis, vous pouvez remarquer que quand tout ça, ça tourne, il y a quand même une étoile qui ne tourne pas, c'est l'étoile polaire. Donc, quand on est en coordonnées sphériques, on veut un pôle, ben voilà le pôle, c'est l'étoile polaire. Et puis, ben, tout le reste, on aura des parallèles et des méridiens qu'on va construire sur cette sphère. Donc, voilà comment on utilise en fait la rotation, le mouvement de rotation de la Terre pour construire une sphère sur laquelle on va se repérer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte? Une carte, c'est la position des lieux. Vous avez vu, on est sur une sphère, c'est en degrés et en minutes. Et quand vous allez d'un lieu à un autre, vous prenez des kilomètres, vous ne prenez pas un angle. Alors, pourquoi? Parce que la Terre est ronde, la carte est plate. Comment on va concilier le repérage des lieux en longitude et latitude et les cartes, vous allez vous déplacer en kilomètres? Vous voyez que déjà, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Alors ça, c'est pour la cartographie, parce que quand on se déplace sur mer, on est en longitude et en latitude, on ne se suit pas tellement des kilomètres. Donc là, vous avez une carte pour situer une ville, degrés au kilomètre. Voilà. C'est vrai que quand vous vous déplacez, vous ne pensez jamais en degrés, en kilomètres. Alors, cartographie ou navigation, c'est un petit peu la même problématique. Un petit peu la même chose, c'est qu'on mesurer sa longitude et sa latitude en un lieu. Quand on cartographie, là, tout simplement, vous vous promenez et puis vous ne connaissez pas tel endroit, là, vous n'y êtes encore jamais allé, ben, vous allez là-bas, puis vous avez un endroit, puis il faut déterminer votre longitude et votre latitude pour tracer la carte sur cette sphère. Voilà comment on va construire la carte. Et puis, pour la navigation, ben, vous êtes au milieu, vous avez votre carte, où est-ce que je suis là-dedans? Alors, les premières cartes, elles n'étaient pas extraordinaires parce que, comment on fait ça, c'était les armées qui avaient parcouru tout ça, ils avaient compté les pas, et en comptant les pas, ils avaient déterminé des distances. Donc là, il n'y avait pas du tout d'angle. De toute façon, certains considéraient que la Terre était plate, donc c'était encore plus facile, hein, c'était des kilomètres, pas des kilomètres à l'époque. Alors, compter les pas, c'est bien, mais si vous faites une erreur à chaque pas, quand vous avez fait 1000 pas, l'erreur elle est multipliée par 1000. Donc vous comprenez que bien que quand vous traversez toute l'Europe, bon, ça fait des erreurs énormes. Donc les premières cartes n'étaient pas extraordinaires. Bon, là, il n'y a pas eu. Là, on a commencé à faire justement, à se repérer avec des longitudes et des latitudes, quand on a compris que la Terre était ronde. Mais ce n'était pas pour ça que c'était guère mieux. Parce qu'il aurait fallu tout mesurer, vraiment partout, aller partout. Bon, on allait dans certains endroits, et on interpolait, on disait, oh, entre les deux, ça doit bien être comme ça. Voilà. Mais petit à petit, ça progresse. Vous voyez, déjà en 1590, on ne sait pas mesurer une longitude et une latitude en mer, et pourtant, on commence à tracer des cartes qui ne sont pas complètement ridicules. Alors, effectivement, comment on faisait? Quand on avait navigué, vous savez le temps que ça avait mis, on savait quand même naviguer en latitude, et l'altitude, ça, on a toujours su le mesurer, c'est la hauteur de l'étoile polaire dans le ciel. Donc ça ne pose pas de problème. Alors, comment faire pour essayer d'avoir quelque chose de mieux, déjà, pour tracer une carte qui soit meilleure, et surtout, quand vous êtes quelque part, comment déterminer votre position à la surface de la Terre? Alors, est-ce qu'on va utiliser des étoiles? Alors, les étoiles, ça ne bouge pas. On peut faire une carte très précise. Il suffit d'observer, de reporter, de mesurer les distances entre les étoiles. Et on a une carte du ciel qui peut être de très bonne qualité. Mais le problème, c'est comment on peut avoir une correspondance entre le ciel et la Terre. Alors, comme les deux sphères, la sphère céleste et la sphère terrestre, tournent l'une par rapport à l'autre,
eh bien, il faut mesurer cette rotation de la Terre. C'est-à-dire qu'il faut modéliser ce mouvement des deux sphères et savoir dire à chaque instant, eh bien, voilà ce que je dois avoir au-dessus de la tête. Alors ça, c'est pas facile. Donc il faut faire correspondre le ciel et la Terre. Alors quand vous êtes là, l'équateur, vous avez comme repère, l'équateur va vous donner la latitude. Donc ça, déjà, c'est une chose simple. La latitude, il suffit de mesurer la hauteur de l'étoile polaire. Alors, quand on arrive à l'équateur, on ne voit plus l'étoile polaire, évidemment. Et c'est là où le fait d'avoir une carte du ciel est important, parce que vous pouvez utiliser une autre étoile. Alors l'autre étoile, attention, elle ne sera pas au pôle, elle aura une longitude et une latitude dans le ciel. Mais si on connaît cette longitude et cette latitude dans le ciel, on saura déterminer sa latitude là où on est. Et puis si on va dans l'hémisphère sud, il n'y a pas d'étoile polaire au sud, donc il faut trouver d'autres étoiles pour faire ça. Donc ça, encore, pour la latitude, ça ne pose pas trop de problèmes. On y arrive, bon, les mesures. Bon, on n'a pas besoin d'avoir l'étoile polaire, une autre étoile. Si on a une carte très précise, on sait telle étoile. Alors évidemment, tant qu'on ne connaît pas la rotation de la Terre, c'est-à-dire qu'on va attendre que l'étoile passe dans la direction du sud, où elle va culminer. N'oubliez pas, quand vous êtes dans un lieu quelconque, vous voyez toutes les étoiles qui se lèvent à l'est, qui culminent dans la direction du sud, et ensuite ils vont se coucher. Donc quand elles culminent dans la direction du sud, vous pouvez mesurer sa hauteur, et puis puisque vous connaissez sa latitude sur la sphère céleste, eh bien, vous pouvez en déduire où est l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est le complément de la latitude de votre étoile sur le méridien. Alors, quand on dit latitude, attention, les étoiles, on ne les distingue pas en latitude et en longitude sur la carte de la sphère céleste. On dit ascension droite et déclinaison. Les astronomes, ils ne prennent jamais les mêmes mots que les autres. Et les ascensions droites, on les compte en heures et non pas en degrés. Donc ça, c'est juste pour compliquer un peu les calculs. Donc voilà, là pour l'instant, pour la latitude, ce n'est pas encore très compliqué si on a une bonne carte du ciel. La longitude, alors là, c'est plus compliqué. Enfin, le principe est simple, il suffit d'avoir un méridien de référence. Alors aujourd'hui, on a le méridien de Greenwich. Quand on a commencé à faire ça, on avait le méridien de Paris. Donc on dit, ben voilà, le méridien de Paris, ce sera 0. Et puis, alors, après, on peut numéroter tous les autres méridiens. Et puis, c'est comme ça qu'on aura une position sur la Terre. Tout à l'heure, on avait les latitudes, et là, on aura les longitudes. Le seul problème, c'est quand vous êtes là, comment savoir quelle est la distance au méridien d'origine, le méridien de Paris. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Il faut savoir où est-ce que c'est, comment ça tourne. Alors, en fait, le principe, il n'est pas bien compliqué. Voilà. Alors, pour la navigation, là je parle surtout des cartes, mais pour la navigation, le problème c'est de savoir où on se trouve en mer, tracer sa route à travers l'océan et se situer quand il y a une carte, quand on approche des côtes, il s'agit de ne pas se taper dans les récifs. Voilà. Donc il faut déterminer là aussi sa longitude et sa latitude à chaque instant. Alors la latitude, je vous l'ai dit, c'est l'étoile polaire. La latitude est égale à la hauteur de l'étoile polaire. Ça, c'est tout simple. Et si on n'a pas l'étoile polaire, si on a une autre étoile, ben, au moment où elle passe dans la direction du sud, elle passe par ici, par exemple, vous avez cette distance sur la carte. La carte, elle va avoir le pôle ici et vous allez avoir tous les parallèles comme ça. Donc, n'importe quelle étoile, vous avez cette distance à l'étoile polaire. Les cartes, comme ça. Voilà. Donc, voilà comment on mesure une étoile. La différence de latitude entre deux lieux peut se mesurer avec n'importe quelle étoile. Quand l'étoile passe au zénith du lieu, la latitude est égale à la déclinaison de l'étoile. Donc, vous pouvez regarder l'étoile qui est au zénith de là où vous êtes, et ça y est, vous connaissez votre latitude. Quelle que soit l'étoile. L'étoile polaire, évidemment, c'est plus facile. Enfin, si vous avez l'étoile polaire au zénith, ça veut dire que vous êtes au pôle Nord. Ça n'arrive pas de possible. Alors, le problème de la longitude, il est plus compliqué. En fait, ça dépend de la rotation de la Terre. Donc, une différence en longitude entre deux lieux, c'est la durée qu'il faut pour la Terre de tourner
d'un endroit à l'autre, d'un angle qui correspond à la distance entre vos deux lieux. Alors vous voyez, durée, je dis durée. Vous comprenez pourquoi en astronomie, on compte ces distances-là en heures, minutes et secondes. Parce que la rotation de la Terre, là, ça correspond à des durées. Quand la Terre tourne, un angle correspond à une durée. Puisque en faisant un tour, eh bien, la Terre va mettre 23h56. Donc, alors, il y a les heures qui correspondent à la rotation de la Terre, qui vont compte 24 heures sur 23h56, et nos 24 heures à nous, c'est la rotation de la Terre par rapport au Soleil. Donc, il y a une conversion à faire. C'est juste pour compliquer un peu les calculs, une fois qu'on le sait. Donc voilà, jusqu'au XVIIe siècle, l'écart pardonne. Tout simplement, c'est ce problème de la détermination des longitudes. Et c'est les astronomes qui ont résolu ce problème. L'idée, c'était de comparer l'heure solaire de deux lieux différents. Supposez que là, il est midi, le soleil passe au plus haut dans le ciel. Il culmine dans la direction du sud. Ça veut dire qu'il est midi. Puis vous avez quelqu'un qui est, lui, il va lui arriver aussi que le soleil passera dans la direction du sud et il dira c'est midi. Mais les deux midis ne correspondront pas au même instant, évidemment. Le solaire, elle est locale. Elle dépend du lieu où on est. Et donc, il suffit, si autrefois ils avaient eu le téléphone, il s'appelait « Ah, tu me vois là-haut, et pour toi c'est midi ?» Ah ben non, pour moi c'est midi 10. Ça veut dire que la différence en longitude, c'est 10 minutes. Et voilà, la longitude. Donc ils auraient eu le téléphone à l'époque, il n'y avait pas de problème pour savoir où ils étaient. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de téléphone. Et donc, quand on mesurait une heure solaire, quand on disait « Ah, il est midi », il fallait savoir quelle est l'heure à l'endroit du méridien de référence, faire la différence, et on a la différence en longitude. S'il est midi à Paris et midi 10 quelque part, la longitude, c'est 10 minutes. S'il était 11h30, 30 minutes. Et c'est comme ça qu'on calcule les longitudes. Donc, vous voyez, le problème, il est simple. Il faut comparer les heures solaires locales des lieux différents et les comparer à l'heure du méridien d'origine pour que tout le monde soit dans le même système, évidemment, que tout le monde ait la même référence. Pour les latitudes, ce n'est pas problème. Tout le monde a l'équateur, et le même équateur et la même étoile polaire. Tout le monde est d'accord pour mesurer la latitude. Mais pour mesurer la longitude, il faut que tout le monde soit d'accord sur un méridien d'origine. Donc, quand on crée l'Observatoire de Paris en 1667, ça veut dire quoi créer l'Observatoire? Ça veut dire tracer une ligne par terre, le méridien de Paris. Et une fois qu'on a fait ça, on commence la cartographie du monde. Mais il faut commencer par tracer un méridien de référence. Donc, le méridien de référence qui a été fait en 1667, c'est le méridien qui passe par l'Observatoire de Paris. Et à partir de là, eh bien, on a essayé de savoir quand est-ce que le soleil passait au méridien, c'est-à-dire culminé, il était midi local à Strasbourg, par exemple, et puis là, il fallait, on voyait la différence avec Paris, et on avait la différence de longitude entre Strasbourg et Paris. Voilà, le soleil culmine à midi local, et ce midi local, il varie d'un lieu à l'autre. S'il est midi à Paris, il sera plus tard, plus à l'est, et plus tôt, plus à l'ouest. Et la différence, c'est la longitude. C'est proportionnel au temps qu'il faut à la tête pour tourner et amener le soleil au point culminant. Donc le problème des longitudes se résume à quelle heure est-il à Paris quand il est midi local en un autre lieu. Et donc, est disposé d'un temps universel, c'est celui de Paris, accessible en tout lieu. Si tout le monde connaît le temps de Paris n'importe où dans le monde, ils attendent que le soleil passe, culmine dans la direction du sud, qu'il soit midi local, qui compare au temps de Paris, ils ont leur longitude. Donc, vous voyez, vous avez un bateau au milieu de la mer, pour ceux qui savent s'il est, il suffit qu'il attende que le soleil passe à midi, quand il passe à midi, quelle heure il est à Paris, on compare, on a la longitude. Donc, gros problème, quelle est l'heure à Paris à chaque instant quand on est au milieu de l'océan? Alors, le temps solaire local, c'est les cadrans solaires qui le donnent. Et ça, on l'a partout, il suffit qu'il n'y ait pas de nuages. Évidemment, quand il y a un nuage jusqu'à midi, c'est embêtant.
Mais ces gens-là, à l'époque, ils n'étaient pas pressés. S'il y avait des nuages un jour, on attendait le lendemain. Voilà, on n'était pas pressés. Donc voilà le temps solaire local. Alors, si vous avez un méridien d'origine, aujourd'hui c'est Greenwich, on est passé de Paris à Greenwich, il est 0 heure à Greenwich, par exemple, et si vous vous déplacez de 15 degrés, ça y est 1 heure de plus dans un sens et 1 heure de moins dans l'autre. Donc là, il est 0 heure, plus à l'est, il y a 1 heure, mais de plus en plus tard, évidemment, parce que la Terre tourne dans ce sens-là, dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, et puis l'autre, il arrive petit à petit, là, 2 heures plus tard, il est à 0 heure. Donc vous avez tous des décalages comme ça, dans les deux sens. Et puis, quand vous êtes au bout, là-bas, ben, évidemment, vous avez la même heure au même jour. Évidemment, donc c'est la fameuse ligne de changement de date. On garde la même heure, on passe la ligne de changement de date, mais on change le jour. Plus un jour dans un sens et moins un jour dans l'autre. Coup de pause au milieu de l'océan Pacifique. Avouez que si c'était là, ça serait embêtant si on changeait de jour à midi, ça tous les jours. Bon. Parce que pour les astronomes, je vous préviens, dans le calendrier des astronomes, on change de jour à midi. Comme on travaille la nuit, après tout, c'est normal. Alors, comment disposer d'un temps universel accessible partout quand on n'a pas d'horloge fiable? On n'a pas encore nos gadgets d'aujourd'hui. Comment savoir qu'on est au même instant dans 2 lieux éloignés? Eh bien, il y a un moyen, c'est d'observer un phénomène céleste visible par tous. Supposez qu'une éclipse de lune, vous êtes en Europe ou en Amérique et vous voyez tous les deux la lune. Si vous voyez l'éclipse de lune, vous savez que vous êtes au même instant. Si vous connaissez l'heure de l'éclipse de lune à Paris, eh bien, les gens qui sont en Amérique, ils regardent l'heure locale et la différence, ben, ça fait la longitude. Avec l'heure de l'éclipse à Paris, ça fait la longitude. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça d'avoir l'heure de Paris. Où que vous soyez, il suffit qu'on ait un phénomène céleste prévu en heure de Paris. Alors, vous allez me dire, c'est bien, sauf que des éclipses de lune, il n'y en a pas souvent. Donc, se remettre sa montre à l'heure une fois tous les 6 mois ou 1 an, c'est pas vraiment très pratique. Donc, il faudrait trouver autre chose. Voilà. Alors, évidemment, il faut avoir une horloge mécanique qui tienne le temps. Mais il faut attendre longtemps, il faut attendre quasiment le XXe siècle pour avoir des horloges qui sont suffisamment précises qu'après une traversée, vous voyez, vous êtes sur l'Hermione, vous traversez l'océan Atlantique pour aller en Amérique, dans votre horloge, il faut qu'elle tienne toute la durée, qu'elle supporte les tempêtes, la mer et tout ça. Il ne faut pas qu'elle se trompe de beaucoup, parce que si elle se trompe de beaucoup, vous vous trompez de longitude. Et si vous vous trompez quand vous arrivez et que vous payez tous les récifs aux abords de l'Amérique, c'est pas terrible. Voilà, alors l'éclipse de lune, ben oui, on la voit bien, ça se voit très bien. On peut facilement évaluer l'instant de l'éclipse, pas très précisément, à quelques minutes près, donc on arrive quand même à un certain nombre de kilomètres d'erreur si on utilise ça, mais il y a une autre méthode, c'est la méthode des satellites de Jupiter. Alors, les satellites de Jupiter, ce sont des gros satellites que l'on peut voir autour de Jupiter avec une simple paire de jumelles. Ils sont très visibles. Et ces satellites tournent très près de Jupiter et de temps en temps, ils passent dans l'ombre de Jupiter. Et ils tournent très vite. Il y en a un qui tourne en 1 jour et demi, et tous les 1 jour et demi, ils passent dans l'ombre de Jupiter. Donc, quand vous observez le satellite avec une paire de jumelles ou un petit télescope, eh bien, tous les 1 jour et demi, vous le voyez disparaître dans l'ombre. Comme ça, vous le voyez, ah bon, il a disparu. D'ailleurs, je vais vous montrer comment il disparaît. Voilà, vous avez Jupiter ici, et vous avez les satellites là. Et vous voyez celui-là, je vais lancer l'animation, et qu'est-ce que vous voyez? Hop, il disparaît. On le voit, il disparaît. Et il disparaît, pas derrière Jupiter, bien avant d'arriver à Jupiter. Ça s'appelle l'éclipse d'un satellite de Jupiter.
Et ces éclipses, elles sont très précises, on les connaît très bien, tout simplement parce que le satellite il tourne très régulièrement, en un jour et demi. Celui du 28. Le deuxième, il tourne en 3 jours, et puis comme ça, les 4, ils tournent assez rapidement. Donc tous ces satellites ont des éclipses régulièrement. Donc il suffit de prédire les dates, les instants de ces éclipses, et où que vous soyez dans le monde, vous avez une petite lunette, vous observez ça, et vous observez une éclipse, vous allez voir dans votre bouquin, et vous voyez l'heure qu'il est, vous avez l'heure de Paris. Alors ça, dès que Galilée observe ces satellites, découvre les satellites de Jupiter et voit les éclipses, il pense que c'est possible. Comme c'est quelqu'un qui est près de ses sous, il essaye de vendre le principe, mais c'était un peu tôt quand même, ça ne marchait pas encore. Mais il avait pensé que c'était possible. Et on l'a fait, mais beaucoup plus tard. Donc ces éclipses régulières, c'est quasiment comme une horloge universelle qui tournerait dans le ciel et qu'on peut observer à chaque instant. Voilà. Alors les éclipses de lune, c'est plus imprécis et c'est bien plus rare. Là, il y en a tous les jours. Il suffit que Jupiter soit visible. Il n'est pas toujours visible, c'est vrai. Enfin, quand vous partez en voyage pour faire des mesures de longitude, vous pouvez vous dire, je vais partir pendant les 6 mois où Jupiter est visible. Évidemment, vous n'allez pas partir quand il est invisible. Donc vous voyez, la présence de Jupiter dans le ciel était importante quand on commençait à faire ce genre de choses. Donc il y avait 2 utilisations des satellites pour les longitudes. L'utilisation par le géographe qui voulait cartographier la Terre et l'utilisation par le voyageur qui voulait savoir où il était. Et c'est 2 utilisations différentes. Si vous lisez La connaissance des temps, qui est publiée tous les ans depuis 1672 jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, on publie ça. C'est les éphémérides générales de tout, et en particulier les éphémérides des satellites de Jupiter. Donc, dans le volume de 1768, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici, vous trouvez les longitudes, on observera en différents lieux de la Terre la même immersion, ce qu'on appelle l'immersion, c'est une éclipse. C'est la disparition d'un satellite. La même immersion ou émersion, c'est quand le satellite sort. Chaque tour, il y a 2, il y a l'entrée et la sortie. Donc, on observera en différents lieux la même immersion, et donc on comparera le temps vrai auquel c'est fait en divers lieux. La différence en heures, minutes, secondes sera celle des méridiens. Voilà. Donc, on aura la différence de longitude entre les différents lieux où on aura fait des observations. Donc, le géographe pourra tracer sa carte grâce à ça. Le voyageur, lui, ne fait pas comme ça. Pour trouver la longitude d'un lieu quelconque de la Terre, il est au milieu de l'Amazonie, il est complètement paumé. Et il suffit d'observer des immersions, et on compare le temps vrai d'observation avec l'heure et la minute de la même immersion calculée pour Paris. Donc, on est le petit bouquin qui donne des heures, et puis vous êtes au milieu de l'Amazonie, vous observez le satellite, vous regardez votre bouquin, et vous avez votre longitude. Voilà. Donc, vous voyez que, ça y est, on a trouvé le problème. Alors, vous voyez, c'est toujours dans la connaissance des temps, qui donne des observations de quelques éclipses des satellites de Jupiter. Alors, à Paris, à Bologne, à Lyon, vous voyez, il donne plusieurs villes, et on fait ça régulièrement. Plus on en fait, plus c'est précis, évidemment, toutes les mesures. Et c'est comme ça qu'on va cartographier le monde. Les voyageurs, lui, il emmène ça. Table des immersions en 1714, janvier, 1er janvier, 3, 5, 7, 8, vous avez toutes ces dates et vous avez exactement les heures des phénomènes. Donc, il a son bouquin, du lycée à Paris. Alors, grâce à ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé l'Observatoire de Paris, on a retracé la carte de France. Donc, en clair, vous aviez la carte de France avant, et la carte de France retracée grâce au satellite de Jupiter. Vous voyez? Si bien que Louis XIV a dit, quand il a vu ça, il a dit « Les astronomes m'ont pris plus de territoire que tous mes ennemis européens réunis. » Alors, à partir de là, on va commencer à tracer des cartes. Bon, il y a les fameuses cartes de Cassini, l'embouchure de l'Adour. En carte de Cassini, au XVIIIe siècle, on va tracer toute la carte de France. Ce n'est pas très précis parce que, évidemment,
ne pouvez pas aller partout faire des mesures des satellites de Jupiter, dans tous les petits patelins, hein, surtout les villes où on sait ça. Alors après, il va se poser le problème. Comment transposer les longitudes et les latitudes en kilomètres? N'oubliez pas que les gens veulent des kilomètres. Ils ne veulent pas des longitudes et des latitudes. Alors pour ça, pour mesurer une distance, on va utiliser ce qu'on appelle la triangulation. Donc on va se rapporter au système des longitudes et des latitudes, et sur le terrain, on va mesurer des distances. Pour mesurer les distances, c'est le système de la triangulation qu'on utilise. On peut mesurer des grandes distances sans avoir à compter des pas ou à dérouler une ficelle. Donc il suffit de mesurer une base, deux angles, et vous avez les distances de la triangulation. C'est juste pour rafraîchir la mémoire sur les équations. De toute façon, vous connaissez tous ce principe. Et voilà, on a une carte quand on faisait la carte de France, voilà, on avait donc des points où on avait la longitude et les latitudes, et après on partait dans l'exploration, justement, pour essayer d'avoir les kilomètres. Et voilà comment ça faisait. On suivait un méridien, et puis on calculait les kilomètres, comme ça, triangulation. Donc c'était ce qu'on appelle la mesure de la méridienne pour faire le lien entre les kilomètres sur le terrain et les angles, longitude, latitude. Et puis il y avait aussi d'autres problèmes, c'est pour mesurer un arc de méridien, déjà pour faire la cartographie du pays, mais ça permettait aussi de mesurer l'aplatissement de la Terre. Si la Terre est aplatie, il est clair qu'un arc de méridien de tant de degrés ne fait pas autant de kilomètres au pôle et à l'équateur. Donc, on a voulu d'abord aussi mesurer cet aplatissement de la Terre. Et comment on a fait? On est allé mesurer du méridien au nord et au sud. Après, il y a eu la définition de la longueur du mètre. On s'est dit, le mètre, avant, ça s'appelait la toise, et puis la longueur de la toise dépendait du pays où on était. C'est pas très pratique, quand on faisait des échanges, il fallait mieux acheter dans certains pays où la toise était plus grande que celle où elle était plus petite. Alors, on s'est dit, on va essayer d'avoir une définition pour tout le monde, et on s'est dit, on va prendre 1/100000e du quart de méridien. C'est pour ça que la Terre fait 40 000 km de tour. C'est par définition du mètre. Et alors, pour faire ça, il a fallu aller mesurer encore un méridien. Alors, ça, c'est pour l'aplatissement de la Terre. On envoie Maupertuis en Laponie et la Condamine à l'équateur. Alors, en Laponie, Bénard, ils y sont allés quand il faisait pas trop froid, ça allait. Par contre, ceux qui sont allés à l'équateur, ils sont trouvés en pleine Amazonie. Je ne vous dis pas les ennuis qu'ils ont eu, vraiment l'horreur. Et en plus de ça, quand il est revenu, Maupertuis avait fait ses mesures, et puis on essayait, on avait tout compris, et oh bah oui, non, c'est une mesure, on s'en fiche, seulement ils en avaient bavé, mais ça ne servait à rien. Alors là, quand on a mesuré le méridien pour avoir la définition du mètre, voilà, on a tracé tout ça. Donc il suffisait surtout de le mesurer à travers la France, de Dunkerque à Barcelone. Le seul problème, c'est qu'on est en 1791, au moment de la Révolution. Alors voir des types, des nobles en général, se promener avec des appareils bizarres pour faire des mesures, il leur est arrivé les pires ennuis. En plus de ça, ils cherchaient les clochers, évidemment, c'était des points hauts, donc ils ont eu beaucoup d'ennuis. En plus de ça, quand ils arrivent à Barcelone, donc quand ils rentrent en Espagne, la France n'était pas en guerre avec l'Espagne, mais une fois qu'ils y étaient, hop, c'est la guerre avec l'Espagne. Alors pas en prison. Non, ça, ils en ont bavé. Mais ils ont quand même réussi à faire leurs mesures. Alors à partir de là, tous les pays européens vont se raccorder à la triangulation française en disant, voilà, nous on va faire pareil, et puis on va se raccrocher à notre système. Voilà, donc on va cartographier toute l'Europe de proche en proche à partir du méridien de Paris. Alors le problème maintenant, c'est que vous avez la carte de l'Europe. Alors c'est plat ou c'est courbe? C'est des kilomètres ou c'est des angles? Donc vous voyez, on va retrouver ce problème il va falloir
comment on va projeter une sphère sur un plan. Si vous avez un lieu pas bien grand, pas de problème. Comme on dit, la Terre elle est plate, hein, il suffit de regarder autour de soi. Donc si la Terre est plate, il n'y a pas de problème de projection. Mais si on regarde un petit peu plus loin que son petit pays, eh ben, on se rend compte que ce n'est pas plat du tout. Et pourtant, les cartes sont plates. Voilà. Donc vous avez ça, ou vous avez ça. Vous voyez, c'est deux cartes d'Europe différentes. Donc les cartes, elles ne sont pas du tout la même allure. Ça dépend des projections. Donc voilà le problème des projections. Alors comment on fait? Ben, vous mettez un papier autour de la Terre et vous le projetez sur le papier. Voilà. Et vous le faites comme ça, avec un petit chapeau, comme ça, sur un plan. Alors évidemment, quand vous avez ça, ben, c'est bien meilleur à l'équateur que là, c'est complètement faux. Mais beaucoup de cartes sont faites comme ça. Là, c'est quand vous voulez privilégier cette hauteur-là. Par contre, à l'équateur, c'est pas très bon. Et là, oui, c'est juste une moitié qui est bonne. Donc vous voyez qu'on fait des choix en fonction du pays où on est. Voilà. Alors, voilà, c'est des exemples. Là, ce qu'on appelle le planisphère, c'est ça, où vous développez toute la surface de la Terre sur une forme comme ça. Alors là, évidemment, vous avez la projection au pôle. Ça, c'est comme vous vivez autour du pôle Nord, évidemment, c'est cette projection que vous voulez là. Ça, c'est ce qu'on trouve souvent sur les cartes, comme ça. Et on voit que l'Antarctique paraît énorme, alors qu'en fait, non, c'est pas plus grand que ça. Donc là, vous voyez, ça aussi, on le trouve souvent, mais l'Antarctique est énorme, et le Groenland est aussi gros que les États-Unis. Alors, c'est pas vrai, hein, le Groenland, c'est pas si gros que ça. Le Groenland, on l'a ici, les États-Unis, c'est ça. Vous voyez, c'est pas. Vous voyez la différence. Donc la carte, méfiez-vous, hein, c'est pas très conforme à la réalité. Mais on est bien obligé de faire ça, de se promener avec des choses complètement tordues. Alors un autre problème quand on fait des cartes, c'est des altitudes. Pour l'instant, tout est plat. Il y a quand même des montagnes, tout ça. Donc comment on fait? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le nivellement géodésique. Donc voilà, vous avez une lunette de visée, vous allez d'un point à l'autre et vous mesurez la différence de niveau. Le nivellement géodésique vous donne des hauteurs. Donc il faut se promener. Vous voyez souvent d'ailleurs des géomètres qui se promènent comme ça avec leur truc, parce qu'ils sont visés, et donc avec un niveau, ils savent la différence de niveau. Et ça, ils font du nivellement. Le problème, c'est qu'il faut déterminer un niveau zéro. Ah, oui, un niveau zéro. Ça, c'est moins évident. Comment déterminer un niveau zéro? Il faut donc définir une surface de référence. C'est ni une sphère, ni un ellipsoïde. On l'appelle le géoïde. Le géoïde, c'est le prolongement de la surface moyenne des océans. On considère que le niveau zéro, c'est le niveau des océans. Ça paraît logique. Sauf que la gravité de la Terre fait qu'il y a des creux et des bosses dans les océans. C'est pas plat. Les océans, ils ne sont pas plats. Si la gravité est plus forte à un endroit, l'océan baisse un peu, il fait un trou. Mais quand vous vous promenez, vous n'en rendez pas compte, puisque vous êtes toujours sur une égalité. Vous avez toujours la même gravité. Donc vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous êtes dans un trou. Alors, vous voyez que si on fait un ellipsoïde, les océans ne sont pas du tout l'ellipsoïde, parce que si la gravité est forte là, ils baissent un peu par rapport à l'ellipsoïde. Donc ça, on va l'appeler le géoïde. Et dans les terres, on prolonge entre deux océans. Le géoïde, c'est la prolongation de la surface des océans à l'intérieur des terres. Et donc, dans les terres, il va falloir mesurer la hauteur de la montagne par rapport à cette ligne-là qu'on appelle le géoïde. Alors, vous partez du bord de la mer et vous faites du nivellement comme je vous ai montré, vous avez toutes les altitudes. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais c'est quand même important de bien savoir
comment ça marche, vous allez voir quelque chose. Alors, on fait dans une triangulation et on fait du nivellement en même temps. Donc la triangulation, elle vous permet d'avoir les cartes de France. Ça, c'est la nouvelle triangulation française, c'est dans les années 1950. On a terminé de tout trianguler et on a toutes les cartes de France avec une très très bonne précision. Alors les cartes, ça nous donne quoi? Je vais vous montrer ça. Vous voyez, en 1720, la carte de Cassini, elle est comme ça. Et puis en 1840, on a quelque chose comme ça, c'est déjà nettement mieux. Et enfin, en 1950, on vous propose une carte comme ça, de l'embouchure de la Dour. C'est déjà nettement mieux, mais c'est des kilomètres. Hein. Et puis, les cartes récentes, comme vous, c'est ça. Donc les cartes, c'est quelque chose. Alors aujourd'hui, on fait comment? On n'utilise plus la nouvelle triangulation française, on utilise les satellites. Voilà, les satellites qui peuvent tout mesurer avec une grande précision. Et c'est le réseau géodésique français de 93, c'est à partir de 2001. Et vous avez donc tous les points, et ça va remplacer la nouvelle triangulation française. Alors, le seul problème, c'est que si vous comparez la nouvelle triangulation française qui est faite sur le terrain par les gens qui se déplacent et qui font la triangulation, et que vous comparez ce qui est fait par les satellites, voilà la différence. Voilà, c'est pas la même chose. Alors, vous voyez, là, ce petit trait, ça fait 5 mètres d'erreur. 5 mètres d'erreur, c'est souvent. Alors ça pose des problèmes. En particulier aux agriculteurs, parce que à la France, ils ont gardé la nouvelle triangulation classique, parce qu'on n'avait pas changé notre cadastre sous prétexte que les satellites voyaient autre chose. Et l'Europe qui paye la PAC, les subventions, eux, ils prennent les satellites. Quand il y a 5 mètres d'écart, vous voyez le problème. Donc ça, c'est un problème. Il faut passer à changer tout le cadastre. Pour 5 mètres, c'est pas négligeable quand même. Hein. Sur un terrain, une bande de 5 mètres, ça c'est à toi, ça c'est à moi. Voilà. Alors, ces relevés géodésiques sont importants parce qu'on peut les relever dans le temps. Et on peut constater que dans le temps, ça bouge la surface du globe. Exemple, là, vous avez les relevés géodésiques qui vous montrent la dérive des continents. Donc voilà, sur plusieurs années, alors vous avez le déplacement, ça correspond à 2 cm par an. Vous voyez, c'est beaucoup, on arrive à 50 cm par an. Pas mal, hein, c'est quand même assez conséquent. Donc, vous voyez que l'Asie se précipite sur l'Amérique et puis ça écrase l'Indonésie, l'Inde, tout ça, le Japon, etc. Tous les tremblements de terre qui ont évidemment. Donc ça se mesure. Alors on mesure très régulièrement ce genre de choses et quand ça s'accélère, on se méfie, on dit qu'il y a un tremblement de terre. Vous voyez, ces mesures ne sont pas. Alors tout ça, c'est des mesures par satellite, évidemment, par les satellites géodésiques qui sont quand même plus précis que les triangulations au sol. Donc voilà 2 satellites géodésiques. La Géo, c'est le Joris, font des mesures comme ça. Alors le problème, c'est effectivement unifier. Je vous ai déjà expliqué qu'en France, entre le système terrestre et le système satellitaire, ce n'est pas la même chose. Mais il faudrait que tous les pays aient le même système, ce serait plus petit. Sinon, on n'aurait pas ça. C'est pas une blague, c'est du vrai. Un jour, les Suisses et les Allemands décident de construire un pont sur le Rhin. Eh bien, tout le monde dit quelle est la précision de mesure de votre truc? Le millimètre, ne vous inquiétez pas. Et chacun démarre le pont de son côté et va à la rencontre de l'autre. Et en arrivant au milieu, il y avait 30 cm d'écart de hauteur entre les deux ponts. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les Allemands utilisent
le niveau de la mer du Nord, alors que les Suisses utilisent le niveau de la Méditerranée. C'est pas, il y a 30 cm d'écart entre les deux. Voilà. Donc, ils sont arrivés comme ça, ils ont pu refaire non seulement les calculs, mais le pont. Donc ça, c'est un problème d'unifier les systèmes géodésiques. Bon. Par contre, quand on a fait le tunnel sous la Manche, les deux tunnels sont arrivés à 2 cm près. Simplement parce qu'ils avaient le même niveau de référence. La Manche, que les deux, là, on n'a pas le même. Alors évidemment, j'ai eu qui n'ont pas un coup, mais tout simplement, il n'est pas plat du tout. Il dépend de. Alors, donc on a fait des cartes, donc ça. Le seul problème, c'est que, oui, mais comment on s'est en mer pour s'y retrouver? Alors vous allez me dire, on fait pareil. Ah mais non, on ne fait pas pareil, parce que sur le pont d'un bateau, il y a un télescope. Alors vos satellites, ah oui, qui sont les satellites? Voilà. Ça ne marche pas, donc il va falloir trouver autre chose. Alors, faire le point en mer, je ne suis pas marin, donc je suis peut-être parmi vous qui s'y connaissent mieux que moi pour faire le point en mer. Je vais déjà vous expliquer pour le lien avec l'astronomie. Donc c'est difficile parce que le pont d'un bateau, il ne permet pas de faire des observations astronomiques, c'est pas facile. Entre autres, il faut déjà observer des astres brillants. On ne va pas avoir des petits trucs tout fins, ça, on ne les verra pas. Il faut donc disposer d'un temps universel. Il faut avoir le temps de Paris. C'est pareil, on trouve ça le même problème. Mais là, on n'a pas de satellite de Jupiter. Bon. Il faut connaître les positions des étoiles pour faire le lien entre les étoiles visibles et la position d'observation sur Terre. C'est-à-dire d'avoir des étoiles, vous expliquer que si on ne voyait pas l'étoile polaire, on prenait une autre étoile, on connaissait sa déclinaison, sa distance à l'étoile polaire, et on avait la latitude. Donc, pas de problème, on peut prendre n'importe quelle étoile, parce que l'étoile polaire, on la voit beaucoup de temps. Il y a des nuages, et puis, bon, les autres étoiles, on peut les faire passer à midi, on culmine à midi, pas à midi, c'est le soleil qui culmine à midi, mais les étoiles, elles culminent dans la direction du sud. On a aussi des étoiles qui culminent, ça permet d'avoir la latitude. Et pour avoir la longitude, ça, c'est ça. Il faut connaître un temps universel. Et puis pouvoir avoir l'heure solaire locale. Donc il faut voir le soleil aussi. Et puis si on ne le voit pas à midi, et qu'on ne sait pas l'heure qu'il est, là, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire un calcul avec sa position. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa position, donc avoir des éphémérides. C'est pour ça que les bateaux, on appelle des éphémérides nautiques, qui donnent la position de tous les astres observables depuis un bateau. Donc le Soleil, la Lune, Jupiter, etc. Puis les étoiles brillantes, très brillantes. Tout ce qui est brillant, ça peut s'observer avec un petit truc, on arrive avec un texan, c'est tout ça. Il y a quand même des choses qu'on arrive à observer. Donc il faut bien avoir toutes les éphémérides et avoir tout ça. Mais il y a toujours le problème du temps universel. Alors, les satellites de Jupiter, ça n'est pas possible. Et les éclipses de lune, les éclipses de lune, s'il y en a une tous les 6 mois, et encore, ça, on ne peut pas attendre. Donc, il faut quand même trouver un phénomène astronomique observable depuis le fond d'un navire et qui est quand même courant, qui arrive souvent. Il faut construire une horloge mécanique qu'on arrive à emporter sur un bateau comme ça, à travers l'océan. Voilà. Donc, au début, l'horloge, c'est pas possible, pourquoi il tombe? Alors, en 1707, il va se passer une chose, c'est ce qu'on appelle le naufrage des îles Scilly, en 1707. C'est la flotte anglaise qui rentre, qui arrive, voilà, et qui doit s'engager dans la Manche. Et à l'entrée de la Manche, d'un côté, vous avez la France, la Bretagne, l'Ouessant, les récifs, tant que vous en voulez. Mais au nord de la Cornouaille et des Anglais, ils ont eux aussi des récifs, tant qu'on en veut. Donc il faut bien viser. Et le problème, c'est que les îles Scilly, vous avez tout ça qui est à l'entrée, pas du Chenal, mais de la Manche. Et le 22 octobre 1707, c'est le naufrage de la flotte anglaise, 4 vaisseaux, 1400 morts, voilà, chose.
Alors, il y avait du mauvais temps et l'incapacité des navigateurs de calculer précisément leur position. Alors voilà la carte. Vous avez donc Weston ici, les îles Chili ici, et quand on arrive, on va en Angleterre, il faut passer entre les deux. L'imprécision était telle qu'ils sont tapés les îles ici. Voilà. Pourtant, il y a de la place, hein, ils auraient pu. Il y avait du mauvais temps depuis toujours, ils n'arrivaient pas à faire le point, même à naviguer à quoi que ce soit, alors ils y allaient au hasard, et puis, paf, ils se sont payés les récits. Donc à partir de là, les Anglais ont fait un concours pour offrir 20 000 livres à celui qui trouvera une solution pour pouvoir emmener le temps en mer. D'avoir une horloge qui tienne, et qui tienne vraiment bien. Et en fait, c'est en 1714 qu'on propose ça. Et le premier résultat un peu positif, c'est en 1773. Vous voyez, c'est pas. Voilà. Et c'est pas extraordinaire non plus. Hein. Ils avaient arrivé avec une horloge, ils l'ont posée dans un navire, et puis au bout de. Elle n'avait pas trop perdu, mais bon. Alors, on cherche quand même toujours un phénomène céleste qui est observable. Alors, on va trouver quelque chose, c'est les distances lunaires. C'est quoi les distances lunaires? La Lune va très vite quand elle se promène dans le ciel. La nuit, elle va beaucoup plus vite que vous ne pensez, que vous ne la voyez pas bouger, mais elle bouge quand même pas mal. Et elle passe de temps en temps à côté d'étoiles brillantes. Et on peut mesurer quel est l'instant où l'étoile est au plus proche de la Lune, avec une bonne précision, puisque la Lune va assez vite. Donc, c'est le principe de la méthode des distances lunaires. On regarde à telle étoile va passer près de la Lune, à telle heure, heure de Paris. On retrouve un phénomène dont on a l'heure de Paris du méridien d'origine. On attend de faire la distance lunaire, on dit, eh ben voilà, il est telle heure. Donc, je regarde quelle est mon heure en temps local, avec mon cadran solaire. J'attends que j'ai quand même une horloge qui va tenir quelques heures entre le moment où j'observe la nuit et le matin ou le lendemain où j'observe le passage du soleil à midi. Voilà. Et comme ça, je peux comparer les deux, j'ai ma longitude. Donc, ça a été une méthode qui a été utilisée très longtemps. Voilà. Donc, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on a utilisé la méthode des distances lunaires en mer. On n'avait pas confiance dans les horloges. Et on part avec une horloge qui marche bien, mais on des tracts, c'est ce qu'on fait. Donc, on en met toujours la liste des distances lunaires avec l'heure à laquelle des étoiles passaient. Voilà. Alors, évidemment, il faut que la Lune soit là. Oui, ça c'est. Sur des navires qui iraient très vite, ça ne marcherait pas non plus. Hein. C'est quand même pour naviguer tranquillement, savoir à peu près où on est. Enfin, c'est quand même important de savoir à peu près où on est. Ça, ouais, ça permettait quand même d'éviter les îles Scilly, sauf qu'ils avaient du mauvais temps tout le temps, ils ne pouvaient rien observer dans le ciel. Donc voilà, la publication des distances lunaires pour les marins, donc connaissance des temps. Donc vous avez Aldébaran, Alpha du Bélier, Régulus, Saturne, évidemment les planètes se marchent ici. Et voilà, donc ils savaient tel jour. Alors évidemment, la Lune, tout ça, ça tourne vite, donc vous avez les dates, autant de Paris et les distances. Et donc on calcule. Quand on a la distance, ça fait le minimum, et on connaît le. Alors voilà celui qui a gagné le prix. Il a gagné le prix. On l'a fait tout sur un tas d'histoire, on n'a pas voulu lui donner les 20 000 livres en disant que c'était pas. Enfin, il a eu une précision de 4 km en arrivant à une traversée transatlantique. Et on ne lui a pas donné, c'est-à-dire un décalage inférieur à la minute de temps. Et on toute une traversée. On lui a fait des histoires pour lui donner leur. Il n'était pas content, mais bon. Finalement, on lui a donné un peu. Il avait promis beaucoup.
Mais bon, c'est quand même un horloger extraordinaire. Pour l'époque, faire un truc qui tient la minute de temps sur une traversée transatlantique des bateaux de l'époque, c'était quand même. C'est là qu'on lui a dit, bah oui, mais ton truc, si on n'a pas ton horloge, ça ne marche pas. Parce que tu n'es pas capable de. Tu n'es pas industrialisé ton truc. Il n'y avait que lui qui l'a fabriqué. À la limite, il aurait pu en fabriquer une deuxième en mettant un tampon, mais bon, on ne pouvait pas équiper tous les navires. Donc il avait bien fabriqué l'horloge qui tenait, mais bah oui, il n'y avait que celle-là qui tenait, il n'y en avait pas d'autre. Voilà, donc c'est un petit peu c'est ça le problème. Alors, pour la navigation astronomique, on a quand même besoin d'un garde-temps. Alors, le garde-temps, vous avez vu que ce sont une horloge mécanique sous l'émission lunaire, on n'a pas trop de choix. Et il faut aussi une lunette utilisable sur un bateau. Parce que même si on n'observe pas les satellites de Jupiter, il faut mesurer la hauteur de toutes nos étoiles brillantes au-dessus de l'horizon. Ça, c'est ça, c'est la hauteur au-dessus de l'horizon qu'on mesure. Alors, il y a toutes sortes de choses, on a tout essayé, des octants, des sextants, des choses. Un octant, c'est un huitième de cercle, et un sextant, c'est un sixième de cercle. Et puis, ou des bâtons. Des bâtons, vous avez un bâton, et puis, bon, vous mesurez avec le bâton des angles, des hauteurs. C'est pas très. Bon, mais on finira par le sextant, je dirais pas moderne, il date du XVIIIe siècle. Et un sextant, quelque chose qui marche bien. Donc voilà, les sextants, dès le XVIIIe siècle, on a un sextant qui mesure très bien la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon. Donc ça marche toujours, hein, sur les navires, il y a toujours ce système avec les éphémérides. Il y a une loi qui oblige d'ailleurs tous les navires qui vont à 100 km des côtes d'avoir un sextant et les éphémérides nautiques pour pouvoir faire le point. Et c'est vrai que c'est utile de temps en temps. Quand il y a une guerre, par exemple, tout le GPS ne marche plus. C'est fini. On coupe tout. Débrouillez-vous après. Donc, on a intérêt à voir tout ça. Et il faut des éphémérides précises, c'est-à-dire la carte du ciel des principaux corps, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles brillantes. Il faut avoir les éphémérides jour par jour. Donc, dans les éphémérides nautiques, on publie ça jour par jour. Mercredi 4 mars 1998, et vous avez Soleil, Lune, lever de Soleil, coucher de Soleil, lever de Lune, et puis ça continue sur toutes les autres corps, tout ça. Voilà. Vous avez aussi Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Et vous avez les positions, attention droite, déclinaison dans le ciel, chaque jour, et puis même pour chaque jour, chaque heure. Évidemment, il faut faire le calcul à la main le plus vite possible. Donc, pour ça, ce soit bien fait, pour que quelqu'un puisse faire le point très très rapidement. Donc, c'est optimisé. Donc, faire le point en mer, on connaît le temps universel. Comment on va utiliser le Soleil, la Lune et les étoiles pour trouver sa position? On peut attendre qu'il soit midi pour connaître sa longitude, mesurer la hauteur de l'étoile polaire la nuit pour connaître sa latitude. Le seul problème, c'est qu'il y a des nuages à midi, et l'étoile polaire, on ne la voit pas à midi. Et puis, dans l'hémisphère sud, il n'y a pas d'étoile polaire. Et puis, s'il y a un nuage devant l'étoile polaire la nuit, ça marche. Donc, le principe, c'est d'attendre midi et de mesurer l'étoile polaire, mais des fois, on ne peut pas, il faut faire autrement. Alors, comment on peut faire autrement? On peut quand même utiliser tout ça, le soleil le jour, la lune jour ou nuit, hein, ça dépend, et les étoiles et les planètes, on peut faire de nuit. Bon, Jupiter, on peut l'observer de jour, hein, il est quand même brillant. Trouver. Une fois qu'on l'a dans le sextant, ça va, on peut le trouver. C'est ça qui n'est pas évident. Alors, comment faire si on ne peut pas, si à midi il y a des mages, et si l'étoile polaire, on ne la voit pas? On va utiliser la méthode des hauteurs. Alors, c'est quoi cette méthode des hauteurs? Elle dépend du lieu d'observation. Si on connaît l'heure universelle,
et la position des étoiles observées, on en déduit sa position à un instant donné. Alors, comment on fait avec la méthode des hauteurs? Eh bien, on fait une correspondance entre le ciel et les globe terrestres. Par exemple, 15 heures locales, la hauteur du Soleil est de 46 degrés, la hauteur de la Lune est de 70 degrés. Eh bien, vous pouvez dire où vous êtes comme ça. Vous savez que vous êtes sur un cercle. Vous avez l'endroit où le Soleil est au zénith, un endroit où la Lune est au zénith. Donc, si vous êtes à 30 degrés, si vous voyez le Soleil à 30 degrés au-dessus de l'horizon, ça veut dire que vous êtes sur un cercle. Et si vous voyez la Lune à 30 degrés au-dessus de l'horizon, ça veut dire que vous êtes sur un cercle. Et donc, quand vous avez plusieurs corps à observer, par exemple ici la Lune et le Soleil, ça veut dire que vous êtes là ou là. Voilà, c'est tout. Alors, ça paraît simple comme ça, mais le calcul n'est pas si simple que ça. Ne serait-ce que, c'est pas, là j'ai tracé des cercles, c'est pas des cercles, parce que n'oubliez pas que c'est des cercles sur une sphère. Or, dans un bateau, les cartes sont plates. Voilà. Donc, il y a quand même quelques petits calculs à faire qui ne sont pas évidents du tout. Donc, il y a des méthodes. La méthode de calcul des hauteurs, il y a plein de méthodes pour arriver à savoir où on est. On en fait plusieurs au cours du temps, quand on voit les corps, et on arrive. Mais en gros, c'est ça. Le principe, c'est ça. Vous savez que vous êtes, si vous observez un as à telle hauteur au-dessus de l'horizon, eh bien, l'ensemble des gens sur Terre qui voient cet as à cette hauteur-là sont sur un cercle centré sur l'endroit où ce corps est vu au zénith. Alors, les outils qu'on utilise, c'est la montre et le sextant. Alors, la montre ou les distances lunaires, mais aujourd'hui, si on fait ça, on utilise une montre normale, et le sextant. Alors, certains d'entre vous ont déjà fait le point avec un sextant? Non. Ah, si, il y a un marin là-bas. Voilà. Donc, pour faire le point avec un sextant, voilà. Donc, il faut un point avec un sextant. Et ici, voilà comment ça marche. Voilà. Comment ça marche. Alors, vous pointez l'horizon. Et puis, vous tournez, vous allez chercher votre trace que vous amenez sur l'horizon. Alors, après, il y a des trucs, on ajuste pour que ce soit bien précis. On lit l'angle. Puis c'est tout. Vous voyez, c'est un petit peu pour ceux qui étaient ce matin mon cours. Je vous expliquais d'un instrument qu'on appelle l'héliomètre. C'est deux miroirs qui ont été fixés pour mettre un objet en face d'un autre. Ben là, c'est pareil. Vous mettez le soleil au niveau de l'horizon et ben, vous avez sa hauteur tout simplement que vous lisez sur votre instrument. Donc, pour mesurer un angle, on fait coulisser un instrument et on regarde, on lit sur l'instrument de combien on l'a fait coulisser. Donc c'est tout simple comme système. Donc le point en mer, alors c'est indispensable. Ben oui, comme GPS est en panne, ben on est bien content de pouvoir savoir où on est pour éviter les incivils et les récifs. Alors le point astronomique est moins précis, mais si on se trompe de 5 km, bon, on sait quand même qu'on va arriver en vue de côte, un truc comme ça. Une erreur de 5 km, c'est quand même pas extraordinaire. Et c'est vrai que quand vous arrivez dans un coin comme ça, vous voyez, c'est la rade de Brest. Bon, ben, par temps de tempête, la visibilité est nulle. Je ne vous dis pas, hein, quand même, c'est pas avec un sextant que vous allez vous débrouiller. C'est clair, il faut bien connaître le terrain. Et bon, ben, le GPS peut aussi vous aider s'il se trompe pas. Et donc, c'est surtout quand on est en mer, qu'on est loin, qu'on utilise un sextant, tout ça.
on n'a pas de problème pour se retrouver. Mais quand on arrive là, c'est pour ça qu'il y a des phares. Hein. Les phares, s'ils sont, là, vous arrivez, vous savez que le phare est là, vous pouvez avoir les distances, comme ça vous permet de bien viser. Les phares, ils ne sont pas totalement inutiles. Alors, est-ce qu'on peut naviguer sans mesurer sa longitude? C'est ce qu'on appelle la navigation à l'estime. La navigation à l'estime consiste à déduire la position d'un navire de sa route et de la distance parcourue depuis sa dernière position connue. Vous savez où vous êtes, le port, par exemple, vous partez, et en naviguant, vous regardez le cap que vous avez suivi, votre vitesse, l'heure qu'il est, et vous pouvez estimer où est-ce que vous êtes au bout d'un certain temps. Alors ça marche un temps, mais au bout de 6 mois de mer, évidemment, là, vous ne savez plus du tout où vous êtes. Mais la navigation à l'estime, vous pouvez traverser l'océan sans trop de problèmes. Alors, quand vous naviguez avec Sextant, par exemple, vous allez utiliser le chemin le plus court. Donc voilà, ce qu'on appelle l'orthodromie. Vous suivez un grand cercle. Et pour suivre un grand cercle, il faut savoir exactement où on est. Donc, il faut faire le point régulièrement pour réajuster sa route et pas s'en éloigner comme ça. Vous partez comme ça à l'estime, et tout d'un coup, vous êtes là, ou vous êtes là. Donc, quand vous partez, hop, à l'estime, vous arrivez là, vous faites le point, ah, il faut que je revienne là. Vous allez, ah, je reviens là. Ça, il faut faire le point. Par contre, si vous allez à cap constant, vous le suivez, vous aurez fait sur une oxydromie, vous pourrez faire comme ça. Donc, vous voyez, ça marche aussi. Donc, à cap constant, donc ils sont vraiment constants. Je ne sais pas que vous en aviez. Donc, la navigation à l'estime, si vous partez à cap constant, vous avez le point nord. Alors, comment aller d'un point A au point B? Il faut calculer d'abord sa route, on voit le cap, et ensuite on donne le cap et on arrive au point B. Donc, ça calcule d'abord, il suffit de savoir exactement où on va. Mais ce n'est pas très précis. Vous n'arrivez pas toujours au point B. Vous allez un peu à côté. Vous ne faites pas le point pour les deux. Vous pouvez être un petit peu perdu. Alors, est-ce qu'il existe d'autres systèmes de navigation sans calculer la longitude avec tout ce que je vous ai expliqué comme principe? Voilà. Il y a d'autres techniques. Il y a les Polynésiens, les navigateurs arabes, les GPS, on n'utilise pas. Alors, comment faisaient les Polynésiens traverser l'océan Pacifique sans se perdre? Sans se perdre, il y en a sûrement beaucoup qui se sont perdus, mais ils ne sont pas rentrés pour nous dire. Donc, mais quand même, ils réussissaient à aller d'Hawaï à Tahiti, 5000 km à travers le Pacifique, sans se perdre. Sans se perdre, pas toujours, quoi. Quand même. Alors, comment faisaient-ils? Ils n'avaient pas d'instrument de précision. Alors là, rien du tout. Pas d'étoile polaire visible. Évidemment, c'est au niveau de l'équateur, on ne voit pas l'étoile polaire. Qu'est-ce qu'ils utilisaient? Il y a l'orientation des vagues. La houle constante dans le Pacifique. Évidemment, il y a toujours les mêmes, on retrouve toujours les mêmes choses comme ça. Les mêmes courants. Les courants, on tous au même endroit. Ça, c'est des choses qu'ils connaissaient. La direction des étoiles au lever et au coucher. Alors ça, la direction des étoiles au lever et au coucher, ça change selon les saisons. Et selon les saisons, ils savaient quelles étoiles ils devaient voir au lever et au coucher. Donc, il y a des jours, ils savaient bien que les saisons avaient changé. Donc, ils disaient, ah, là, je fais attention, je dois voir telle étoile au lever et au coucher dans telle direction. Si je ne la voyais pas, c'est qu'ils n'étaient pas sur la bonne route. Et le passage des étoiles au zénith, alors ça, c'est pour la latitude. Alors, pour la latitude, il suffirait, quand on n'a pas l'étoile polaire, il faut repérer quelques étoiles. Quand elles passent au zénith, ah, quand cette étoile-là, elle va passer au zénith, donc je suis à peu près à tel niveau de latitude. Sans connaître les latitudes, les parallèles, tout ça. Mais vous connaissez cette notion de latitude, c'est un endroit où le soleil passe toujours, on voit le soleil de la même façon. Mais ça dépend des saisons. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez voir. Et au final,
ils avaient une précision qui pouvait attendre. Le passage des étoiles aux zénith permet d'avoir une précision de 100 km quand même. C'est pas mal pour les récifs, évidemment. Et donc, alors évidemment, 100 km, on peut rater une île. Hein, les îles du Pacifique, c'est pas bien grand. Mais en général, elles sont détectables à 50 km, on les détecte assez facilement. Vous avez par exemple les vols des oiseaux. Les oiseaux vont assez loin des îles. Donc ils naviguent, et ils disent depuis le temps qu'on navigue, on a vu les courants à tel endroit, on a vu ça, les étoiles se lèvent où il faut. Ça fait déjà un mois qu'ils sont sur leur petite de doigts. Hein, mais ils y arrivent, ils se disent là, on devrait commencer à voir nos îles où on va. Et ils regardent, l'odeur qui leur est portée, c'est plus l'odeur de la mer. Une île, ça envoie des odeurs de plantes, tout ça. Puis les oiseaux, ils s'aventurent assez loin. Donc quand ils voient des oiseaux dans ils disent c'est par là. Et donc ils arrivent à trouver 50 km, ça va. Donc voilà. Donc vous voyez, Tahiti, Hawaï, là vous avez 1000 km, donc 1000, 2000, 3000, c'est quand même pas négligeable. Et puis là, il y en a d'autres. Et tout simplement, ils se promènent là-dedans. Ils réussissaient à aller d'une île à l'autre. Alors, il y avait des choses qui ressemblent à ce qu'on appelle le compas sidéral. Effectivement, c'est les étoiles qui se lèvent et qui se couchent. Les étoiles, et ça dépend effectivement des saisons. Alors là, on a refait un truc comme ça, un peu moderne, mais ils avaient ça dans leur tête. D'une manière générale, quand on l'a fait une fois le trajet Hawaï-Tahiti, on est capable de le refaire. On sait ce qu'on doit avoir. Si la première fois on l'a pas fait, c'est fini, c'est tout. Mais ils avaient le temps. Ça durait sur des dizaines, des centaines d'années. Ils ont fait ça pendant des milliers d'années. Donc, ils ont eu le temps d'apprendre, de se transmettre ça. Puis ceux qui se sont perdus, ils sont perdus. Et ceux qui ont réussi à se trouver, ils ont appris aux autres comment on sait pour pas le faire. Et donc, ils réussissaient à voyager comme ça. Donc ça, c'est le compas sidéral. Et puis voilà un peu de dessins qu'on trouve là-bas, qui expliquent comment on trouve les étoiles. C'est leur constellation à eux, évidemment. Ça aussi, c'est encore quelque chose qu'on trouve là-bas. Vous avez aussi un peu. Voilà. Vous avez Tahiti, et puis vous avez les îles de Tahiti. Ils avaient le moyen. Et alors, c'est vrai que quand on regarde les îles d'Hawaï, vous voyez, là, vous avez 200 km. Bon, quand on arrivait, évidemment, s'il passait là, c'était un kilomètre, mais comme je vous ai dit, il peut y avoir une erreur de 50 km. Bon, 50 km, vous tapez dedans. Alors, évidemment, il arrive un peu par là, ça se dit, il peut envoyer, il peut y avoir des courants. S'il y a des courants particuliers environ l'île, là, il commence à voir des choses, ça y est, ça m'a organisé. Des fois, ils doivent tourner en rond, peut-être pendant un certain temps, mais ils finissent par y arriver. Les animaux, les poissons, tout ça, selon l'endroit, c'est complètement différent. Donc ça, c'est une méthode pour voyager sans connaître notre méthode à nous de longitude qui nécessite quand même des calculs. Mais eux, ils n'utilisent pas la longitude et la latitude où ils sont. Hein. Ils arrivent à voyager d'un endroit à l'autre, c'est tout ce qu'ils cherchent à faire. Alors, il y a des navigateurs arabes, c'est de la navigation côtière, donc on ne s'éloigne pas trop des côtes. Comme ils naviguaient dans des mers qui étaient à peu près fermées, il suffisait de repérer à peu près les étoiles, c'était important parce que ça leur donnait de la latitude. Et se déplacer à la même latitude, ça c'est important. Une fois qu'on fait ça, la longitude, on finit par arriver quelque part. Vous êtes en Méditerranée, si vous allez toujours dans le même sens, vous finissez par arriver quelque part. Si vous voyagez comme ça, au bout d'un certain temps, il y a à peu près par là, hop, il suffit de remonter et de descendre. C'est pas très compliqué, c'est pas le Pacifique. Hein. Donc vous voyez, par contre, là, entre l'Inde et le Moyen-Orient, effectivement, quand ils sont là, il fallait ici. Un estime, c'est petit.
Il n'y a pas de raison qu'ils s'en aillent n'importe où. De toute façon, la latitude, c'était quelque chose qui était facile à mesurer. Donc, à partir du moment où ils arrivaient là en latitude, ils pouvaient commencer à s'inquiéter. Et puis après, ils allaient d'un côté ou de l'autre selon ce qu'ils voulaient faire. Donc, ça marchait, il suffisait de repérer les étoiles. Et eux, justement, les noms d'étoiles viennent des Arabes pour ça. C'était eux qui avaient tout repéré pour s'en servir pour les latitudes, ou comme ça. Et aujourd'hui, le GPS. Alors le GPS, comment il marche? Le GPS, c'est de l'astronomie quand même. Les satellites qui calculent leurs orbites, c'est des astronomes. Il ne faut pas s'imaginer qu'avec le GPS, on ne peut plus appeler à l'astronomie pour naviguer. Donc on a tout simplement des satellites qui tournent, voilà, autour de nous comme ça, des constellations de satellites artificiels, et le mouvement, il est géré par la mécanique céleste et la relativité générale. Très important, la relativité générale. Pourquoi? Parce que tout simplement, en relativité générale, le temps n'est pas absolu. Chaque personne a son temps propre et ce n'est pas le même que les autres. Quand on est là à côté de l'autre, si on compare nos montres, on aura la même heure, ne vous inquiétez pas. Mais quand on compare l'heure au sol et sur ces satellites, alors là, il y a une différence qui peut atteindre quelques microsecondes, quelques millisecondes. Mais on atteint vite 100 ou 200 mètres, ou même un petit peu plus. Si votre GPS vous fait 200 mètres d'erreur, vous ne serez pas content, évidemment. Donc, il faut tenir compte de la relativité générale pour corriger ce temps, ce décalage en temps entre le ciel et vous, et Terre, pour corriger le GPS et avoir des bonnes positions. Donc ça, c'est essentiel. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement la mécanique céleste qui vous donne la position exacte du satellite dans le ciel, mais il faut aussi la relativité générale qui vous donne le temps exact, l'instant exact où vous allez faire vos mesures. Alors comment ça marche? Ben voilà, vous êtes ici, vous avez un premier satellite que vous captez et vous avez la distance à ce satellite. Il y a un échange entre votre GPS et le satellite. Donc vous êtes sur une sphère qui est à cette distance-là. Vous avez un autre satellite, vous calculez la même chose et vous, voilà, vous savez que vous êtes à l'intersection des deux sphères. Les deux satellites, ce n'est pas suffisant, il en faut au moins trois, il faut donc au moins trois satellites pour que vous trouviez votre position. Et les trois, c'est un peu plus, il vaut mieux qu'il y en ait quatre, parce que s'il y en a un qui dérape un peu, il vous donne n'importe quoi comme position. Donc vous voyez, il vous faut exactement la position de trois satellites, c'est déterminé par la mécanique céleste, et le temps, lui, est déterminé par la relativité générale. Alors, maintenant, pour terminer, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait quand on a une sonde spatiale qui s'en va à travers l'espace et qu'elle est capable de faire le point dans l'espace. La réponse est non. Quand on navigue à la surface de la Terre, on est capable de faire le point. Quand on est dans l'espace, on est totalement incapable de faire le point. Aucune sonde n'a jamais réalisé, n'a jamais pu dire, ben voilà où je suis dans l'espace. Toutes les sondes qui s'en vont, les satellites qui s'en vont, sont tous reliés à la Terre en permanence par un signal qui lui dit où ce satellite est. Le satellite n'est pas autonome, il n'y a aucune sonde qui peut être autonome. Ce qui pose des problèmes, parce que si tous les satellites doivent avoir un lien avec la Terre, ça veut dire qu'il doit y avoir sur la Terre un nombre de récepteurs pour ça très très grand. Et pour les sondes qui s'en vont à travers le système solaire, il faut vraiment très très grands récepteurs, c'est comme des énormes radiotélescopes qui communiquent en permanence, alors pas en permanence, mais de temps en temps, pour faire le point. C'est-à-dire, pour faire le point, il faut que la sonde appelle la Terre en disant « Où est-ce que je suis ?» Voilà, c'est comme ça que ça marche. Les sondes qui se déplacent à travers le système solaire, quand elles veulent savoir où elles sont, hop, elles lèvent le doigt, elles s'appellent la Terre et elles disent « Dites-moi où je suis ». Et avec des radiotélescopes, des systèmes de radio, on arrive à détecter où elle est, on dit à la sonde « Ben voilà, tu es là ». Et donc, tu n'es pas tout à fait à la place où tu devrais être,
comme le bateau qui se fond, qui fait le point, on dit, ah ben je suis pas où je devrais être, je retourne sur ma route. Et bien la sonde, elle dit, ah ben oui, je suis pas tout à fait où je devrais être, je retourne sur ma route. Sauf que les sondes qui sont envoyées dans l'espace sont sur des trajectoires balistiques réglées par la mécanique céleste. Et là, comme il n'y a pas de vent, pas de vague, il n'y a rien du tout, eh bien, les sondes ne s'écartent pas de la route qu'on leur a tracée. Donc là, c'est déjà un avantage, c'est qu'on vous lancez une sonde, si vous visez bien, elle va arriver à l'endroit où vous avez visé. Donc pendant tout le temps où elle voyage toute seule, vous êtes tranquille, il n'y a pas besoin de faire le point, vous savez où elle va. Et quand vous arrivez, comme on arrive près de Jupiter par exemple, là, s'il y a 10 km d'erreur, c'est pas grand-chose à l'échelle d'un milliard de kilomètres, mais c'est grand-chose quand ça s'approche de quelque chose. Donc là, elle appelle la Terre, et la Terre lui dit, ben voilà exactement où tu es. Elle dit, ah bon, puis elle peut se repérer mieux pour... Donc, ben voilà, je vais conclure ici. Pas de cartographie dans l'astronomie, pas de navigation pour l'astronomie. Par contre, pour aller dans l'univers, cartographier l'univers et se trouver dans l'univers, on n'est pas encore dans Star Trek et dans la science-fiction. Impossible un vaisseau qui se promènerait en disant je suis. Ah non, on n'en est pas là. Il y a eu pas mal de tests qui ont été faits, de sondes qui ont été lancées pour ça, ah non, ça marche. Comme disait Philippe, j'ai effectivement eu un stagiaire qui a travaillé sur le sujet, qui a appliqué les techniques des voitures autonomes aux sondes, et il y avait des résultats assez intéressants. On ne peut pas trop pour la sonde, on ne peut pas trop. Et ça, on est toujours en train d'étudier ça. Pour faire que une sonde, ça coûte cher, on n'a pas l'intention de la perdre. Disant, bon, je la laisse se débrouiller toute seule, puis elle ne m'appelle plus, et puis je sais plus où elle est, et puis la paix. On n'en est pas encore. Voilà, je vais terminer là et répondre à vos questions. Oui. D'abord, je voulais vous remercier, c'était extrêmement clair. J'ai appris plein de choses. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé du méridien de Paris au début de votre exposé. Et moi, j'ai surtout entendu parler du méridien de Greenwich. Donc, comment les Anglais ont-ils fait pour nous imposer leur méridien? Ils ont fait comme d'habitude. Alors, l'histoire du méridien, pourquoi le méridien de Paris est le seul méridien de référence? Parce que c'est le premier qui a été tracé. Donc, quand ils ont tracé Greenwich, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré à combien il était celui de Paris. 9 minutes, 21 secondes. Voilà. Donc, on savait qu'on voit les deux. Et puis, on a gardé le méridien de Paris pendant longtemps. Et au début du XXe siècle, on s'est dit, c'est quand même embêtant que les pays n'aient pas tous le même méridien. Donc, il y a eu des conférences internationales et il a fallu choisir entre Paris et Greenwich. Alors, on a cédé pour deux raisons. La première, c'est qu'on a intérêt à avoir un méridien de référence le plus à l'ouest possible. Comme Greenwich était plus à l'ouest, c'était un peu logique qu'on le prenne. Et la deuxième raison, les cartes, c'est surtout faites par les Anglais. Et puis en échange, on a fait adopter le système métrique du monde entier. En échange. La conférence a décidé que ce serait le méridien de Greenwich qui serait le méridien de référence, et ce serait le mètre qui serait, un mètre français, qui serait la référence. Alors les Anglais ont bien adopté le mètre, mais les Américains non. Comment ce changement début du XXe siècle, je ne sais plus, parce qu'il y a eu plusieurs conférences. Il y a eu la conférence pour les fuseaux horaires, pour le temps, il y a eu plein de choses. Et là, je n'ai pas dans la tête, j'ai vu qu'il y a eu 1880, 1895, 1905, 1912, il y en a eu plein de conférences. Et il y en a eu une peut-être au début du XXe siècle, qui a été faite pour la pour le méridien de Greenwich. Et pour les licences, on a conservé 1000 marques. Comment pour les licences? Oui, oui, ça c'est. C'est vrai que les licences en kilomètres en mer, ça n'a pas tellement d'intérêt.
puisque vous n'allez pas apprendre à mesurer comme ça. Donc, le libre marin, c'est un bateau qui fait des vitesses à, je sais plus, c'est une histoire comme ça. Une minute de degré. 2 minutes de degré, 1 minute. 1 minute. 1 minute de On va degré. trouver sur la carte, grâce à nos latitudes. Oui. Donc en 1 minute, ça correspond à l'équation. Oui, ça dépend de la latitude aussi. Voilà. 40, c'est beaucoup plus logique. Oui, il y a certaines latitudes. Oui, il y a une définition effectivement à partir d'un angle, effectivement. 1854 pressions. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. 52. Oui, En la sonde s'approche de Jupiter. Qu'elle demande à Jupiter, dis-moi, qu'elle demande à la Terre, dis-moi ma position. oui. La Terre lui répond d'après quels critères? Seulement d'après les calculs d'origine. Non, pas seulement. La Terre est capable de contacter la sonde, d'envoyer un signal que la sonde renvoie. Il y a un échange. Et c'est dans l'échange que la Terre est capable de dire où est la sonde. Mais, non, ça marche très bien, ça. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs antennes sur Terre qui lisent la sonde. Et puis, effectivement, il y a le calcul de mécanisme céleste qui dit à peu près où c'est. Mais oui, ça, c'est assez. Et puis, alors, il y a une autre. Parler de Jupiter, c'est quand la sonde se rapproche de Jupiter, on lui a mis une carte de Jupiter dans la tête, et elle va pouvoir se recadrer par rapport à la planète Jupiter. On recherche de Jupiter, ils exagèrent. Les cartes, c'est pour Mars, c'est pour des planètes où il y a vraiment un sol avec une peut cartographier. Mais pour Jupiter, elle voit bien le disque de Jupiter qui fait un certain angle, donc elle peut déterminer elle-même sa distance de Jupiter. Ça, c'est quelque chose qu'elle peut faire. Donc ça, c'est une information qu'elle va envoyer à la Terre, et donc c'est déjà un ensemble d'informations qui fait que la Terre regarde sa position. Et la lui renvoie. Une autre question? Oui. Autant des Grecs, des Romains, temps anciens, donc ils savaient calculer la latitude, c'est ça? Et la longitude, comment ils faisaient sans pause? J'étais en Méditerranée. En Méditerranée, soit on suivait la côte, et puis si on ne voyait plus la côte, on savait qu'ils utilisaient les eaux tout droit, on finirait par en rencontrer une. Et comme ils avaient leur latitude, ils pouvaient bouger en latitude. Ils savaient que s'ils avaient navigué un certain temps, enfin, ils faisaient de la navigation côtière en général. Un autre moyen de se repérer, c'est les centrales inertielles. Oui, bien sûr, mais ça, c'est récent. C'est récent. Donc, ça fait partie des moyens techniques actuellement de savoir où on est. Et alors, on en met dans les satellites. Alors, pour la navigation autonome, on n'a pas une grande confiance dans les systèmes inertiels. Dans les voyages qui durent plusieurs années, voilà. On voudrait avoir un système. J'entendais dire que Christophe Colomb se fait énormément tromper. Il n'est pas du tout arrivé au point aux États-Unis et qu'en fait. C'est-à-dire que Christophe Colomb, il croyait déjà aller en Inde et il n'avait aucune notion de ce qu'il avait de l'autre côté. Donc il savait qu'en partant vers l'ouest, il finirait par arriver quelque part. Alors, il est arrivé, oui, c'était l'Inde, c'est pas le problème. Il est arrivé au niveau des Caraïbes, c'est tout. Il ne savait pas quoi. Alors, il n'est pas le premier à être allé en Amérique. Hein. C'est le premier à avoir dit que je vais découvrir un continent. Mais il faut bien penser que les pêcheurs qui allaient à Terre-Neuve dès le Moyen-Âge, quand ils étaient à Terre-Neuve, ils étaient en Amérique. Hein. Alors, ils ne débarquaient pas forcément souvent, mais il y en a qui ont débarqué. Et ils pensaient que c'était une île au milieu de l'océan. Non, ils étaient en Amérique.
Donc les gens qui sont allés en Amérique, il y en a eu avant Christophe Colomb, c'est pas le problème. Le problème, c'est que lui, il a dit, ben voilà, je suis sur un nouveau continent. Il y a un océan, et pour lui, ben, c'était le bout de la vie, c'était les Indes, de l'autre côté, parce que la Terre était ronde, effectivement. Mais comme il n'avait aucune notion de ce qu'était ce continent, il est arrivé. Le positionnement des sous-marins. Comment? Comment on positionne les sous-marins? Ah, les sous-marins. Je le sais, je ne devrais pas vous le dire parce que c'est confidentiel défense. Le seul problème, c'est que je ne suis pas habilité confidentiel défense, mais les marines françaises nous envoient des demandes de temps en temps de calcul. Quand ils m'ont envoyé leur demande de calcul, j'ai dit, bah, vos sous-marins, beaucoup de chance qu'ils vont se perdre si vous continuez comme ça. Ah, mais vous n'avez pas le droit de le savoir. C'est gentil que vous m'envoyez tout ça. Donc j'ai bien compris comment vous fonctionnez. Ah bah oui, mais normalement, bah, si je ne sais pas, je peux vous faire les calculs que vous me demandez. Donc on leur a fait le calcul, et effectivement, ils sortent un petit truc, ils regardent les étoiles, et puis voilà. Monter à la surface. Ah, ils ont pas besoin de monter à la surface. Un petit truc, un capteur infrarouge, et ils peuvent observer de jour comme de nuit. Il y a un truc qui ne marchait pas sur leur truc. Maintenant, mais les avions militaires, eux, n'ont pas le point. Ils sortent un petit truc infrarouge aussi, et ils observent des étoiles, et c'est juste pour se réaligner. Ils ne font pas vraiment le point. Ils savent où ils partent au bout d'un certain temps. Mais tous les avions militaires, même les pas de GPS. Le Boeing 707 avait toujours il y a toujours la possibilité d'observation. oui, les premiers avions civils avaient un petit trou. Ils sortaient. Oui, puis maintenant plus, il y a des radiophares, c'est bien suffisant. Mais les avions militaires, eux, ils peuvent se retrouver. Je discutais avec le pilote de Air Force One, pas de Air Force One, de l'avion ravitailleur d'Air Force One. Il se trouve que l'équivalent de mon laboratoire aux États-Unis, c'est militaire. C'est des militaires. L'observatoire là-bas, c'est des militaires. Donc je connais tous les secrets militaires des Américains, mais pas tous les Français. Non. Nous, c'est le ministère de l'Éducation nationale, on n'a pas le droit d'avoir de lien avec les militaires. Par contre, aux États-Unis, d'ailleurs, j'ai passé un an dans ce camp militaire, si j'ose dire, et il y avait des calculs avec eux. Et donc, je discutais avec un pilote de l'avion ravitailleur d'Air Force One qui me disait ah ben nous, on emmène les éphémérides nautiques et puis on fait le point quand on veut. Une fois, on nous dit allez ravitailler Air Force One au milieu de l'Atlantique Sud. On décolle et je pète mon GPS. Heureusement que j'ai pu faire le point, sinon j'aurais jamais retrouvé Air Force One. Donc, effectivement, tout ce qui est militaire peut se débrouiller tout seul. C'est clair que le GPS, c'est ça, en cas de guerre, il s'arrête instantanément, donc vous le débrouillez. Donc, tous les navires de commerce qui voyagent au Moyen-Orient, ils ont tous des éphémérides nautiques. Dès qu'il y a un petit truc, la petite tabasse là-bas, hop, on coupe le GPS pour emmerder l'autre. Voilà. Oui. Juste pour une petite histoire, c'est que Bernard Moitessier, qui est un grand marin, tout le monde le connaît, a fait son premier tour du monde avec un réveil dont il manquait des minutes. Ça s'est donc passé pour lui une fois, mais quand même le sens des marins, finalement, est certainement très différent d'une autre, puisqu'ils arrivent quand même avec très peu de matériel à faire des tours du monde et aller à peu près où ils veulent. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas, comme je vous ai dit, en naviguant à l'esquive, on ne perd pas trop, quoi. Encore une question? Oui. Là, on a vu par rapport à se repérer en mer. Par contre, il y a un autre point pour les marins, c'est le fond marin. Parce que si la quille touche,
Voilà. Donc, ils savent où ils vont, mais en dessous, oui. Il y a des cartes marines qui sont assez précises, et quand ils s'approchent des côtes, ils savent qu'à une certaine distance, il faut se méfier. Voilà, faut se méfier. D'où les phares. Ah, je vois le phare d'un tel, le phare de truc. Si je vais là, ça va. Si je vais là, il y a des hauts fonds. Donc, effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les côtes et les îles, mais il y a des endroits où on a l'impression et qu'il faut aussi bien éviter. Ça, c'est clair, c'est pas seulement. Mais l'approche des côtes, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué. Oui. Le positionnement. Maintenant, quand c'est mesuré la gravité avec une précision, je crois que c'est 10, moins 13, moins 14, un truc comme ça, on peut, maintenant, c'est du poids uniquement gravitaire, avec, je crois que c'est les Français qui développent ça, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que là, on retrouve la relativité générale. La gravitation, c'est pas la gravitation, c'est le temps qui évolue selon l'altitude. Donc, c'est pas faire le point, c'est avoir son altitude. Pour avoir son altitude, on n'a pas besoin d'altimètre. On regarde quelle est la valeur de la gravitation et le décalage en temps, puisque dans le temps, quand vous montez en altitude, la gravitation, l'effet de gravitation changeant, votre horloge va se modifier à cause de la relativité générale. Et donc, avec une mesure de gravité très précise, vous connaissez votre altitude. Et si vous vous déplacez à la surface du géoïde, vous avez toujours le même temps. Donc, c'est pour l'altitude, effectivement, qu'on mesure, grâce à la gravitation, on peut avoir une mesure de l'altitude. Oui. On ne prend pas en compte la relativité restreinte avec la vitesse de déplacement. Si, mais dans la relativité générale, il y a tout dedans. Si, il a... Bien.